Sur la couverture du livre, une image noir-blanc, un comptoir très simple en bois brut, des livres qui s'entassent pêle-mêle, des étudiants ou collégiens au regard, disons, attentif, peut-être avide, 2 libraires concentrés et au mur une affiche qui annonce fièrement « Parole de maréchal » avec à l'appui une grande photo, un portrait dudit maréchal Pétain. Que lisait-on pendant l'occupation en France? Et d'ailleurs, avait-on le cœur à lire? Quels étaient les livres accessibles, ceux qui avaient passé le barrage de la censure et de la pénurie? Entre compromission, stratégie de contournement et passivité, quelle fut l'attitude des éditeurs et des écrivains? Voici quelques-unes des questions posées par l'historien Jacques Cantier dans son ouvrage, tout juste paru aux éditions CNRS, Lire sous l'occupation. Jacques Cantier, bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints en duplex des studios de France Bleu Occitanie. Au passage, merci à l'équipe qui nous reçoit. Lire sous l'occupation est l'ouvrage d'un historien, c'est aussi celui d'un professeur puisque vous enseignez à l'université à Toulouse. Est-ce aussi le livre d'un lecteur? Oui, je crois que c'est aussi le livre d'un lecteur et le choix du sujet ici tient aussi au lien particulier que j'entretiens avec le livre. Et cette idée de passer par le détour de la lecture pour faire l'histoire est une idée que j'avais en tête depuis effectivement assez longtemps. Un des livres que j'aime beaucoup, c'est le livre de François Mauriac qui s'appelle Mémoire intérieure. Et dans ce livre, Mémoire intérieure, Mauriac explique qu'il ne va pas raconter l'histoire de sa vie, parce qu'il faudrait parler d'autres personnes que lui, mais qu'il va essayer de retrouver l'être qu'il a été à travers les livres qui l'ont marqué, qu'il va essayer de retrouver le visage qui s'est penché sur ces livres, l'empreinte qu'il a laissée sur ces livres, et c'est cette idée donc de raconter sa vie par les livres, ou de raconter un moment de l'histoire d'un peuple, d'une nation, par les livres qui sont lus, vient peut-être de cette lecture de François Mauriac. Et pour vous, c'est un long compagnonnage avec les œuvres, donc? Oui, c'est un long compagnonnage avec la littérature de cette période. C'est vrai que j'ai une affinité particulière pour cette littérature de l'entre-deux-guerres et des années 40, les livres de Mauriac, de Malraux, d'Aragon, de Drieux-La Rochelle font partie des ouvrages que je lis de longue date. Et donc là, ce travail était la possibilité à la fois de croiser mes curiosités historiques sur la période de l'occupation, qui a toujours été mon domaine de recherche privilégié, et puis ces questions sur la littérature et sur la place du livre. Alors signalons au passage que vous avez écrit notamment un livre sur l'Algérie sous le régime de Vichy et puis une biographie précisément de Drieux-La Rochelle. Jacques Cantier, nous allons vous retrouver dans un instant, tout de suite après un détour sonore signé Samuel Morier-Genoux. On commence à s'interroger sur les liens entre l'État français et les nazis et sur les capacités du régime à protéger la population. Il s'était marqué partout. Bewont. Je parlais pas l'allemand, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Ça voulait dire occupé. Tous les supports étaient bons, toutes les formes étaient utiles pour travailler les consciences et pour tenter d'infléchir le sort dans un sens ou dans un autre. Ils punissent l'écrit plus durement encore, si possible, que le fusil, plus encore que l'arme à feu. Ce qui dérange les nazis, c'était l'arme à mots. D'où l'importance, en fin de compte, des poètes, des écrivains, parce que les mots peuvent être sordides, les mots peuvent être là pour désinformer, mais ils sont là aussi pour proposer une évasion. René Char et Jean Prévost, parce que tous les deux incarnent quelque chose de terrible. L'un et l'autre vont décider de basculer dans la lutte armée. Et l'un et l'autre décident qu'après tout, continuer à écrire, c'est incompatible. Il aime pas les juifs, Hitler. Moi non plus. Il n'y a pas de quoi se frapper pour si peu. C'est pas un crime qu'il vous répugne. Je le dis comme je le pense, je préférerais 12 Hitler plutôt qu'un Blum omnipotent. Louis-Ferdinand Céline, Bagatelle pour un massacre, 1936. Et ainsi va la marche de l'histoire. Lire sous l'occupation, c'est donc votre dernier ouvrage paru aux éditions CNRS. Jacques Cantier, zoom avant pour commencer, en forme d'état des lieux. L'occupation en France, pouvez-vous nous en brosser le portrait à grands traits, évidemment, à la fois politico-social et puis aussi géographique, parce que la France n'est pas une à l'époque. Oui, cette France de l'occupation, c'est une France, il ne faut pas l'oublier, qui est traumatisée par l'effondrement de 1940.
C'est une France effectivement qui a vu en quelques semaines s'effondrer toutes ses certitudes. En mai-juin 1940, on assiste à l'invasion du territoire, à l'effondrement de tout un ordre social, politique et culturel. Et de cet effondrement donc émerge un nouveau régime, le régime de Vichy, l'État français qui a fait le choix de l'armistice. Et cet armistice impose donc un dur carcan à cette France occupée. Le territoire français est partagé et démantelé en plusieurs zones. Au nord et à l'ouest d'une ligne de démarcation, les troupes allemandes sont présentes directement. Au sud de cette ligne, l'autorité du régime de Vichy s'exerce donc sur les départements méridionaux. C'est une France qui est aussi éprouvée par les pénuries de toutes sortes. Dès l'installation de l'occupation, une forme de pillage économique va se mettre en place. Et le système des rationnements, le souci pour la survie matérielle domine pour beaucoup d'habitants. C'est une France qui est aussi vidée d'une partie de ses adultes, puisque 1 600 000 Français ont été faits prisonniers pendant la campagne de France, et l'énorme majorité d'entre eux restera prisonnier jusqu'à la libération, jusqu'à la fin de la guerre. Donc une France aussi privée d'une partie de ses forces vives. Donc c'est dans ce paysage un peu de désastre qu'il faut replacer cette France des années noires. La France des privations, de la peur et des lois antisémites aussi, bien sûr. Oui, puisque le nouveau régime qui se met en place dès l'automne 1940 va révéler les logiques d'exclusion qui l'animent. Dès le 3 octobre 1940 est édicté le premier statut des Juifs, qui sera durci encore quelques mois plus tard, en juin 1941. Dans un premier temps, cette population juive est retranchée du reste de la communauté nationale. À partir de 1942, commence le processus de participation à la mise en œuvre de la solution finale, et ce sont les grandes rafles, ce sont les déportations qui frappent cette population à partir donc de l'année 1942. Et qui touchera donc les hommes, l'édition aussi, les livres, on le verra. Une image qui m'a frappée, par exemple, Jacques Cantier, salle des bibliothèques, à un moment donné, je ne sais pas exactement en quelle année, mais sous l'occupation précisément, les Juifs, enfin ceux qui devaient porter l'étoile jaune, étaient séparés dans les bibliothèques. Il y avait des coins spéciaux pour eux. Oui, dans la Bibliothèque nationale, effectivement, le nouvel administrateur de la Bibliothèque nationale nommé par Vichy, Bernard Faye, qui est un ultra de la collaboration, qui, dans toute sa gestion donc de la Bibliothèque nationale, participe de ces logiques de la collaboration, va isoler les lecteurs juifs dans les salles de lecture de la Bibliothèque nationale à Paris. Donc là, on a un exemple effectivement de cette collaboration culturelle voulue par Bernard Faye. L'occupation, vous la placez dans le temps long, après, oui, mais juste avant aussi la Deuxième Guerre mondiale. Le paysage du livre, à ce moment-là, était-il très, très dynamique? Ce qui, moi, m'a frappé, c'est que presque toutes les maisons d'édition dont on parle aujourd'hui, les grandes maisons d'édition, étaient déjà présentes, et depuis un moment. Oui, si on se place dans le temps long, effectivement, on verra que le livre et la lecture se trouvaient finalement au centre d'un écosystème culturel qui irriguait les différentes parties de la nation. Alors cette irrigation, évidemment, était variable selon les classes sociales, selon la géographie. Tous n'avaient pas le même usage du livre, mais disons que depuis au moins le 19e siècle, la France est rentrée dans le domaine de l'alphabétisation massive, dans la circulation massive du livre et de la civilisation écrite. Et donc le paysage éditorial, effectivement, s'est mis en place dès la fin du 19e siècle. Un peu avant la guerre de 14, apparaissent des maisons importantes, Gallimard, Grasset. Durant l'entre-deux-guerres, d'autres maisons apparaîtront comme de Noël. Donc on voit effectivement un paysage éditorial actif, centralisé sur Paris de façon assez importante. C'est une des particularités françaises, cette forte centralisation culturelle, donc sur la zone du quartier latin, sur ce quartier de l'Odéon qui est le quartier des éditeurs. Mais effectivement, on a un paysage éditorial très, très varié et très, très actif, même si la période des années 30 a été une période un peu difficile pour l'édition parce que les conséquences de la crise économique se sont fait sentir aussi sur ce domaine.
Et on rappellera qu'en 1940, le Goncourt a quasiment 40 ans. Le livre dans la société française a-t-il autant d'importance? Je crois que vous utilisez le mot prestige. Je crois qu'il y a ce prestige du livre et de l'écrivain dans cette société française. Ça correspond en partie aussi au projet des pédagogues républicains de la fin du 19e siècle. Lorsqu'ils construisent une culture nationale, cette culture nationale, ils la construisent sur la connaissance de l'histoire, mais ils la construisent aussi sur la construction d'un canon scolaire, sur une présentation aussi de l'histoire littéraire, de Rabelais à Victor Hugo, qui place ce prestige du livre et ce prestige de l'écrivain au cœur de cette culture nationale. Alors, il y a plusieurs niveaux de familiarité avec ce canon scolaire. Dans l'école primaire, qui est l'horizon du plus grand nombre, on va se contenter donc d'une lecture simple de ces grands livres. On a une lecture plus savante, plus approfondie dans le secondaire et à l'université, mais avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est 5% à peu près d'une classe d'âge qui arrive au niveau du baccalauréat, donc des compétences, des aptitudes variables, mais une même formation dans cette culture littéraire. Vous parlez de soif de lecture et là je reviens à la période de l'occupation. En ces temps pour le moins difficiles, vous l'avez souligné, Jacques Contier, il y avait une demande, on peut peut-être s'en étonner, pense-t-on, à lire quand on a faim et soif et qu'on a peur? Oui, c'était une des grandes questions que je me posais au début de ce travail. À la fois, je trouvais affirmé de façon très répétée ce thème de la soif de lecture de la période d'occupation. En 1941, une petite revue catholique fait une enquête auprès de 100 éditeurs et chacun de ces 100 éditeurs met en avant ce thème de la soif de lecture, dit que ces ouvrages partent facilement, que la demande est forte. Donc cette interrogation a été un peu au début de ma recherche. Est-ce que c'était un lieu commun ou est-ce que c'était une réalité? Et on voit qu'on a toute une série d'indicateurs qui confirment cette soif de lecture. Les stocks qui s'étaient constitués pendant la période de la crise des années 30 vont s'écouler pour les éditeurs au cours de cette période. Les chiffres d'affaires sont bons pour les éditeurs. Les bibliothèques municipales voient leurs abonnés se développer, le nombre de leurs abonnés se développer, le nombre de prêts se développer. Donc il y a une série d'indicateurs convergents qui nous montrent cette soif de lecture. L'explication, je crois qu'elle tient sans doute à la perfection de ce produit culturel qu'est le livre. C'est un produit culturel d'accès facile et c'est un produit culturel aux usages multiples. Par le livre, on peut s'évader. Par le livre, on peut se divertir. Mais par le livre, on peut aussi trouver des moyens de réassurance, des moyens de réarmement moral dans cette France effondrée de 1940. Donc je pense que toute cette palette de motivation et cette installation du livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'écosystème culturel français, fait qu'il y a eu effectivement une adéquation entre ce produit culturel et puis cette société en difficulté des années 40. Votre étude évoque des grands noms du monde littéraire et intellectuel de l'époque, mais vous accordez beaucoup d'attention aux lecteurs lambda, on dirait aujourd'hui, aux lecteurs de la rue. Quelles ont été vos sources? Alors pour la difficulté, effectivement, pour retrouver la lecture, c'est que la lecture, c'est un acte très volatile. L'écriture laisse des traces, mais la lecture est un acte fugitif, donc plus le lecteur est ordinaire et plus il est difficile de trouver les traces de cette lecture. Alors là, il faut essayer de faire une balance à la fois entre des données, je dirais un peu macro-économiques, les listes de ventes dont on peut disposer, et puis quelques témoignages qu'on va trouver dans des journaux personnels tenus par ces lecteurs des années 40. J'ai pu travailler sur les carnets d'un instituteur audois pendant cette période qui notait ses lectures. J'ai pu travailler sur le journal d'un frère franciscain à Paris qui lui aussi note scrupuleusement les traces de sa vie intellectuelle et de ses lectures. Donc par ces témoignages d'anonymes, on a la possibilité d'avoir des sources un peu différentes de celles des témoignages plus attendus des écrivains qui plus traditionnellement, effectivement, rendent compte de façon détaillée de leur lecture dans leurs écrits critiques ou dans leurs écrits privés.
17 avril 1942, 4 heures. Je reviens de chez la concierge de Paul Valéry. Je me suis enfin décidée à aller chercher mon livre. Après le déjeuner, le soleil brillait. Il n'y avait pas de menace de giboulée. J'ai pris le 92 jusqu'à l'Étoile. En descendant l'avenue Victor Hugo, mes appréhensions ont commencé. Au coin de la rue de Villejuste, j'ai eu un moment de panique et tout de suite la réaction. Il faut que je prenne les responsabilités de mes actes. There's no one to blame but you. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et toute ma confiance est revenue. Je me suis demandé comment j'avais pu avoir peur. La semaine dernière, même jusqu'à ce moment, je trouvais cela tout naturel. J'ai sonné au 40. Un fox terrier s'est précipité sur moi en aboyant. La concierge l'a appelé. Elle m'a demandé d'un air méfiant « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai répondu de mon ton le plus naturel « Est-ce que monsieur Paul Valéry n'a pas laissé un petit paquet pour moi ?» La concierge est rentrée dans sa loge. « Quel nom ?»« Mademoiselle Baird. » Elle s'est dirigée vers la table. Je savais d'avance qu'il était là. Elle a fouillé et m'a tendu mon paquet dans le même papier blanc. J'ai dit merci beaucoup. Très aimablement, elle a répondu à votre service. Et je suis repartie, ayant juste eu le temps de voir que mon nom était inscrit d'une écriture très nette, à l'encre noire, sur le paquet. Une fois de l'autre côté de la porte, je l'ai défait. Sur la page de garde, il y avait écrit de la même écriture « Exemplaire de Mademoiselle Hélène Baird ». Et au-dessous, au réveil, si douce la lumière et si beau ce bleu vivant. Paul Valéry. Vous ouvrez et vous fermez d'ailleurs votre livre sur une figure attachante et très intéressante que certains auditeurs connaissent peut-être à travers son journal qui est apparu en 2008. Il s'agit de Hélène Baird, à travers peut-être aussi un film documentaire qui lui a été consacré par Jérôme Prieur. C'est un personnage qui semble vous avoir beaucoup intéressé, pour lequel vous avez, de la tendresse aussi. Qui est-elle et que nous dit-elle de l'époque et à travers son journal ? Oui, le journal d'Hélène Baird est vraiment une source très importante pour cette période. Vous l'avez dit, il a été publié en 2008, mais il est devenu, je crois, une décennie, un véritable classique sur cette période de l'occupation. C'est un journal qui a été sauvé par la famille d'Hélène Baird, puisque Hélène Baird elle-même n'a pas survécu à la guerre. Elle a été déportée, elle meurt en déportation. Donc, un exemplaire de ce journal a été sauvé par la famille, remis au fiancé d'Hélène Baird qui était parti se battre en Afrique du Nord et qui retrouvera ce texte donc à son retour de guerre. Et ce journal donc est un journal d'une grande richesse. C'est d'abord un journal admirablement écrit. On voit qu'on a là une jeune fille d'un grand talent littéraire. Si elle avait vécu, il est incontestable qu'Hélène Baird aurait eu un don d'écriture, une carrière littéraire, intellectuelle sans doute brillante. C'est une jeune étudiante dans le Paris du début de la guerre, qui se partage entre ses études à la Sorbonne, des études d'anglais, son goût pour la musique, ses amitiés. Et puis dans ce journal, on voit progressivement le tragique qui s'installe. Appartenant à une famille juive, donc elle est tenue de coudre l'étoile jaune sur ses vêtements. Elle décrit dans son journal ses premières sorties à Paris avec cette étoile jaune, et puis elle décrit cette marche vers la déportation, cet étau qui se resserre autour de sa famille. Et en même temps, elle écrit beaucoup sur ses lectures, sur les lectures qui accompagnent cette période d'épreuve. Et l'aller-retour entre ces lectures et la période d'épreuve est très, très éclairante. On voit comment elle va trouver des références pour expliquer ce qu'elle est en train de vivre. Lorsqu'elle va visiter son père en prison, c'est les images de Dostoïevski qui s'impose à elle. Lorsque un agent de police se montre un peu plus aimable à leur égard, c'est un personnage de Dickens qui apparaît. Donc il y a ce croisement entre la vie des livres, la vie de l'esprit, et puis ce quotidien de plus en plus dur qui fait tout le prix de ce journal. Elle va relire les grands classiques de la guerre de 14. Il y a vraiment une grande capacité à la fois d'analyse, de témoignage, et puis il y a ce destin tragique, donc de ce basculement de l'insouciance à cet étau de la persécution.
Et la littérature pour aider à dire, pour éclairer aussi. Et vous associez au fond à quelques paroles écrites de Hélène Baird à propos de votre propre cheminement, des défis de votre propre écriture et recherche, de votre étude. Alors je lis ces quelques mots qu'elle écrit dans son journal. En ce moment, nous vivons l'histoire, écrit-elle. Ceux qui la réduiront en paroles pourront bien faire les fiers. Elle cite quelqu'un au passage. Sauront-ils ce qu'une ligne de leur exposé recouvre de souffrances individuelles, ce qu'il y a en dessous de vie palpitante, de larmes de sang, d'anxiété? C'est quelque chose, c'est une réflexion qui vous a, accompagné, elle aussi, tout au long de cette écriture. Oui, tout à fait, parce que cette réflexion, effectivement, elle pointe la responsabilité de l'écrivain, de l'historien, quand il aborde ces périodes particulièrement sensibles. Alors, ce qui lui suscite cette réflexion, c'est la lecture du dernier tome de la saga des Thibauts, rédigé par Martin Dugard. Dans ce dernier tome, l'aîné des Thibauts est en train d'agoniser. C'est un ancien combattant de la guerre de 14, gazé par les gaz de combat pendant la Grande Guerre. Et il entend à côté de lui quelqu'un qui brosse une espèce de bilan à grande ligne de la guerre de 14, et il ne se retrouve pas dans cette synthèse intellectuelle qui ne fait pas la place à son vécu de combattant, à cette agonie de blessé de la Grande Guerre. Et Hélène Baird est particulièrement interpellée parce qu'elle voit effectivement un parallèle avec sa situation, et elle craint que les historiens du futur en viennent simplement à ces synthèses purement intellectuelles. Donc là, il y a tout le respect, toute la délicatesse qu'il faut essayer de préserver lorsqu'on aborde des sujets aussi chargés de souffrance humaine que cette histoire de la déportation. Oui. Il y a le lecteur lambda, Jacques Cantier, il y a les autres, les intellectuels. Vous donnez l'exemple de Simone de Beauvoir, grande lectrice. Ses choix de lecture changent avec la guerre et l'occupation ? Alors les choix de lecture changent parce que son environnement change également. Ces lectures se faisaient dans la période précédente dans le cadre de la communion intellectuelle avec son compagnon Sartre, avec le jeune amant également qu'elle appelle le Petit Bost. Et ces deux compagnons sont mobilisés en 1939, donc succède une période de solitude affective. Et la lecture permet de recréer un lien avec ses absents. Simone de Beauvoir va d'abord pourvoir Sartre et Bost en livres. C'est elle qui va acheter les livres dans les librairies parisiennes et qui les envoie en colis donc à ses soldats mobilisés. Et lire les livres que eux vont lire à leur tour, c'est une façon de partager leur état d'esprit. C'est une façon de rester dans une forme de communion intellectuelle avec ces deux absents. Dans leur correspondance, ils pourront ensuite commenter ces livres qu'ils ont lus en commun, échanger leurs impressions, et donc c'est une façon de maintenir le lien. François Mauriac, lui aussi, dans ses écrits de l'automne 1939, évoque cette possibilité de rentrer en communion avec un de ses neveux mobilisés à travers les lectures communes. Donc là, il y a ce lien par la lecture avec les absents, par le partage d'un texte en commun. Elle lit, entre autres, le journal de Gide et elle l'envoie à Sartre. Remarque au passage, beaucoup, semble-t-il, lisent ce journal de Gide à l'époque. Pourquoi ce journal-là ? Je crois que c'est un des événements littéraires de l'année 1939. C'était la première fois qu'un écrivain vivant était publié dans la Pléiade, la collection de prestige de Gallimard. Et ce journal de Gide, c'est un monument littéraire. On l'a comparé parfois par son importance aux essais de Montaigne. Et donc l'importance là de ces décennies de journal tenu par l'écrivain qu'on considère comme le contemporain majeur, comme l'écrivain peut-être le plus prestigieux de la langue française de cette époque, fait que ce journal effectivement est très présent dans les lectures de l'année 1939. Beaucoup d'écrivains combattants parmi les intellectuels vont le mettre dans leur musette de combattants, parce que le volume de la Pléiade a aussi l'avantage de donner beaucoup de lectures sur un volume assez réduit. Alors les niveaux de lecture sont très différents. Certains vont lire en cherchant les portraits que Gide fait de ses contemporains. Pour les écrivains les plus importants, ils vont chercher s'ils sont eux-mêmes dans ce journal, s'ils sont cités dans ce journal et en quels termes ils le sont.
Pour d'autres, comme Sartre et Beauvoir, il y a aussi la possibilité de lire les années de guerre 14-18 vécues par André Gide et de faire la comparaison entre ces années de la Première Guerre mondiale et leur propre expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des effets de miroir entre les écrits sur la guerre de 14 et puis les écrits sur la Deuxième Guerre mondiale qui est assez visible dans les lectures de ses contemporains. Oui, vous dites que Simone de Beauvoir, notamment, lit Drieux-La Rochelle, que vous connaissez bien, la comédie de Charleroi, pour arriver à se représenter le conflit, par exemple. Oui, il y a cette volonté, effectivement, par les témoignages des combattants de 14-18, de pouvoir se représenter le conflit. Alors, la comédie de Charleroi, c'est effectivement un livre écrit par Drieux 20 ans après le début de la Première Guerre mondiale. C'est un recueil de nouvelles publié en 1934 et qui reflète un peu les différentes facettes de la guerre de 14, puisqu'on voit à la fois la guerre de mouvement avec la bataille de Charleroi qui donne le nom au recueil, mais aussi la guerre des tranchées, Verdun, la campagne des Dardanelles. Donc Simone de Beauvoir va effectivement lire ce livre de Drieux-La Rochelle. Elle lit également les tomes de la saga de Jules Romain dans son grand cycle Les hommes de bonne volonté. Jules Romain vient de publier le volume sur Verdun, et ce volume sur Verdun, publié en 1939, fait partie aussi des lectures très présentes pendant la période de la drôle de guerre. Des lectures très diversifiées selon le contexte personnel, selon les goûts aussi. Certains lire pour l'évasion, lire pour comprendre, lire, vous parliez de réarmement moral aussi. Et puis il y a ce que lisent les prisonniers de guerre, pour autant qu'on pouvait leur envoyer des livres comme ça. Alors les prisonniers de guerre, effectivement, ont bénéficié de l'envoi de livres depuis donc la France occupée. On pense qu'il y a près de 3 millions de volumes qui ont été envoyés vers les différents camps d'internement. Bon, pour ces 1 600 000 prisonniers de guerre, il y a un effort qui a été fait, effectivement. Alors ces ouvrages sont soumis à la censure allemande. Ils ne peuvent arriver dans les bibliothèques des camps que si le censeur du camp laisse passer ces livres. Donc il y a un tri qui est fait parmi les envois, mais malgré ce tri, donc un certain nombre d'ouvrages sont envoyés. Un certain nombre de ces prisonniers de guerre sont des étudiants qui veulent continuer leurs études. Et il y aura un service du syndicat étudiant, l'UNEF à Paris, qui va s'occuper d'envoyer des livres pour ces prisonniers étudiants. Il y a des universités de captivité qui se créent dans certains camps et qui, là aussi, vont bénéficier de bibliothèques. Il y a aussi, alors là on parle plutôt des prisonniers officiers parce qu'eux sont dispensés du travail, mais même parmi les simples hommes de troupe qui, eux, sont tenus de travailler dans des commandos, la captivité a été parfois l'occasion de découvrir la lecture. Je pense à un témoignage qui est assez émouvant, qui est celui d'un simple paysan qui s'appelle Jean Robinet, qui a publié un livre qui s'appelle L'autodidacte. Donc lui avait été un élève brillant du primaire, mais qui avait dû interrompre très tôt ses études. Après le certificat d'études, il était rentré dans la ferme familiale. Et lui, au profit de la captivité, va avoir à la fois la possibilité de rencontrer d'autres prisonniers d'un niveau culturel plus élevé que le sien et d'échanger avec eux. Et sa culture littéraire, sa lecture s'étend pendant cette période de la captivité. Il va devenir une sorte d'écrivain autodidacte dans la suite de sa vie. Il publiera plusieurs ouvrages sur sa vie de paysan, et notamment ce texte autobiographique où il parle de l'importance de la captivité dans cette découverte des lectures au long cours. Alors certains reprennent leur thèse, c'est le cas, lisais-je dans votre livre, de Fernand Braudel, l'historien qui fut prisonnier en 1940. Il avait 38 ans à l'époque, il reprend sa thèse sur la Méditerranée, il se fait livrer des livres. Il est d'ailleurs recteur au passage de l'université de son camp. Je crois que c'est quelque chose qu'on oublie un peu, cette organisation dont vous nous parliez, des livres, des bibliothèques, etc. Vous citez un autre professeur de lettres, un jeune professeur de lettres qui lui déprime ferme, on le comprend, et pour sortir de l'abîme, eh bien, il lit un peu, et il lit Corneille, je crois, justement, et c'est un vers de Corneille, dites-vous, qui arrive à le sortir, à le faire revivre. Mais alors, on a envie de vous objecter, et vous faites vôtre cette réflexion, mais bon, le livre qui soigne, le livre qui instruit, c'est bien, mais enfin, c'est peut-être pas forcément la panacée. Puis là, j'ai beaucoup aimé cette remarque d'un autre professeur, Georges Yvernand, qui a d'ailleurs écrit un roman après sa captivité,
Il dit en gros que les latrines symbolisent mieux à ses yeux l'univers du camp que la bibliothèque. Donc là non plus, il faut pas... Verneau refuse le discours sur ce qu'il appelle l'énergie spirituelle. Il s'irrite un peu de certains de ses compagnons qui finalement prennent leur parti trop facilement à ses yeux de la captivité. Et un de ses camarades a écrit à Paul Valéry, le grand poète national. Paul Valéry lui a répondu en disant qu'il était heureux de voir que l'énergie spirituelle se maintenait dans les camps. Et cette réponse de Valéry irrite beaucoup Hyvernaud. Hyvernaud, effectivement, dit que ce temps de captivité, c'est un temps perdu, c'est un temps végétatif. Et donc lui s'insurge contre les remèdes trop faciles que procurerait la lecture, même si dans ses carnets, on voit qu'il reste lui-même un fort lecteur et qu'il continue à recevoir de son épouse toute une série de livres, mais il s'irrite d'un discours peut-être effectivement trop angélique sur la lecture rédemptrice. Jacques Cantier, nous allons avec vous poursuivre ce cheminement dans l'univers du livre à l'heure de l'occupation. Nous allons parler censure et stratégie pour la contourner. Mais d'abord une chanson que vous avez choisie et que l'on peut fredonner, que l'on va certainement fredonner. Bien Jacques Cantier qui signe aux éditions CNRS Lire sous l'occupation. Jacques Cantier, Douce France, composé donc par Charles Trenet avec Léo Chauliac. C'était, je crois, en 1943. Il l'a enregistré en 1947. C'est un bon exemple de l'ambiance de l'époque et puis d'une nostalgie certaine. Oui, puis la chanson arrive à point dans notre conversation puisqu'on parlait des prisonniers de guerre et je crois que c'est en pensant aux prisonniers de guerre que Trenet a composé cette chanson, cette nostalgie de la douce France, c'est cette nostalgie de ceux qui en sont éloignés par le sort de la guerre. Alors, on pourrait peut-être reprocher à cette chanson une espèce de douceur en trompe-l'œil qui correspond peu à la dureté de l'époque. Mais je crois que dans l'esprit de Trenet, c'est cette mélancolie de ceux qui sont éloignés du pays qui est évoquée. Et puis, ce à quoi je suis sensible aussi à cette chanson, c'est aux références littéraires qu'on y trouve, puisque l'expression « douce France », on la trouve dans un des premiers textes de la langue française, qui est la chanson de Roland. Lorsque Roland meurt à Roncevaux, il demande qu'on le tourne vers la douce France. Dans la chanson, on trouve aussi beaucoup de références au poème de Du Bellay sur cette nostalgie aussi de la douceur angevine. Et je crois que dans ces références littéraires, on trouve aussi quelque chose donc qui caractérise la période, c'est ce retour vers le patrimoine. Une fois que tout s'effondre en 1940, se pose la question de savoir ce qu'il reste de ce patrimoine français, comment on va se réapproprier ce patrimoine français pourquoi en faire, en fait, pour quelle reconstruction. Et on voit s'affronter tout au long de la période ces différentes réappropriations du patrimoine. La réappropriation des Maurrassiens ne sera pas la même que celle des résistants, mais les uns et les autres se réfèrent à cet héritage qui doit servir à la reconstruction. Et c'est une chanson qui a tout de suite eu du succès ? Elle a eu du succès, donc, immédiatement. Dès 1943, mais elle n'est enregistrée, vous l'avez dit, qu'en 1947, et puis je crois qu'elle est restée dans la mémoire nationale, puisqu'il y a eu plusieurs, d'ailleurs, réinterprétations de cette chanson par la suite. Dans les années 80, il y avait un groupe qui s'appelait Carte de séjour, et qui l'avait repris aussi à son compte, donc je crois que elle s'est installée, là aussi, dans le patrimoine musical français. La France des années noires était aux mains de l'occupant et du régime de Vichy. On imagine sans peine que ni les uns ni les autres n'allaient laisser les livres vivre leur propre vie. Quelles mesures de contrôle et de censure ont-ils mis en place ? Disons que la censure, effectivement, est immédiate dès l'occupation. Pour les autorités d'occupation allemandes, l'idée est de permettre la renaissance d'une vie culturelle en France, parce que cette vie culturelle pourra contribuer à donner l'illusion d'un retour à la normale, pourra peut-être anesthésier ces Français occupés, mais cette vie culturelle, il faut qu'elle renaisse dans un cadre bien défini, qui est celui délimité par l'occupant. Et pour ce qui concerne le livre, dès la fin du mois d'août 1940, se met en place un processus qui va entraîner une épuration des catalogues des éditeurs, des catalogues, des rayonnages des libraires ou des bibliothèques. Alors ce processus, il va aboutir à la rédaction d'une liste d'ouvrages interdits, ce qu'on appelait la liste auto,
qui s'impose donc à tous, éditeurs, libraires, bibliothécaires. Mais qui circule comment? On l'envoie aux libraires, aux bibliothécaires, un peu à tout le monde? Nul n'est censé ignorer la loi ou la liste auto? Oui, la Bibliographie de la France, qui est le journal corporatif des libraires et des éditeurs, c'est une revue professionnelle. Ce journal, donc la Bibliographie de la France, va intégrer donc dans son numéro d'octobre 1940 cette liste auto. Et tous les professionnels sont censés recevoir cet ouvrage donc de référence, et des contrôles sont faits d'ailleurs par l'occupant pour vérifier que les libraires s'acquittent de cette tâche de faire disparaître les ouvrages interdits. Mais comment ça fonctionnait, entre l'occupant et le régime de Vichy, par exemple? Il faisait ça main dans la main, le régime de Vichy commençait par censurer, les Allemands les nazis s'en mêlaient après? On a deux actions qui sont parallèles. Les services d'occupation allemands prennent des dispositions pour la zone occupée dès l'été 1940. Vichy a ses propres services de censure. Et les préconisations des uns et des autres ne se superposent pas toujours exactement. Vichy aura sa propre liste d'ouvrages à retirer des bibliothèques, qui n'est pas exactement le décalque de la liste auto. On a un côté moralisateur plus présent dans la liste vichiste. On a une volonté de faire disparaître des ouvrages comme ceux de Victor Marguerite, la Garçonne, qui sont contraires à l'ordre moral de Vichy et auxquels les Allemands ne sont pas sensibles. Donc on a une censure qui est convergente, dont les effets s'additionnent, mais dont les logiques ne sont pas toujours identiques. Les Allemands sont sensibles à quoi? Aux critiques sur l'Allemagne, l'Europe, aux ouvrages plus politiques, j'imagine. La censure allemande, effectivement, est une censure politique. Sont censurés les réfugiés anti-nazis qui avaient pu trouver refuge en France et qui ont pu publier sur des ouvrages critiques sur l'Allemagne nazie. Sont censurés les nationalistes français. Les ouvrages de Jacques Bainville qui expliquaient par exemple que le traité de Versailles était trop indulgent à l'égard de l'Allemagne, ces ouvrages doivent disparaître. La censure allemande, c'est aussi une censure antisémite. Dès la première liste auto, les ouvrages des auteurs d'origine juive, Stefan Zweig, sont visés. Et cette interdiction des ouvrages des auteurs d'origine juive est totale dans la liste auto remise à jour en 1942. Donc, on a là une volonté d'épuration antisémite qui est tout à fait visible du côté de l'occupant. Et à cela, comment réagissent les éditeurs à vous lire? J'ai eu le sentiment, alors c'est moi qui vais m'ériger en juge, parce que bien sûr, Jacques Cantier, vous ne le faites pas dans votre livre, mais bon, ces éditeurs, en gros, ne semblent pas avoir fait preuve, disons, d'une résistance très active. Non, les éditeurs s'accommodent de cette situation. La liste auto, ils vont participer à sa confection, puisque l'occupant leur dit à la fin du mois d'août 1940, si vous voulez continuer votre travail, à vous d'épurer vous-même vos catalogues. Donc ça sera aux éditeurs de faire le tri parmi leurs publications d'avant-guerre. Alors l'autocensure marchait bien. Oui, c'est une censure effectivement qui est imposée par l'occupant, mais qui repose aussi sur l'autocensure. C'est un haut responsable des éditions Hachette, Henri Philippaki, a été contacté par les autorités d'occupation, et les autorités d'occupation lui disent de centraliser auprès de ses collègues éditeurs la liste de tous les ouvrages indésirables, et à chacun d'être vigilant dans l'établissement de cette liste des ouvrages indésirables. C'est cette vigilance qui est exigée d'eux s'ils veulent pouvoir continuer à publier pendant la période suivante. Et le mot a passé. Alors Bernard Grasset, semble-t-il, est allé plus loin. Il a proposé ses services à Vichy. Bernard Grasset est un personnage assez étonnant, effectivement, de la période. C'est un des grands éditeurs de l'entre-deux-guerres, mais c'est un personnage un peu cyclotimique, avec à la fois des phases de très grande exaltation, des phases plus dépressives. Et dans la période qui suit la défaite, il semble dans une de ces phases d'expansion, et il se verrait effectivement comme une sorte d'intermédiaire entre l'édition française et l'occupant. Il serait prêt à jouer ici un rôle officiel, en jouant notamment sur les amitiés qu'il peut avoir avec un certain nombre d'écrivains allemands qu'il a publiés dans son catalogue. Donc Grasset se voit à un moment un rôle peut-être d'intermédiaire, mais le régime de Vichy ne
ne l'installera pas dans ce rôle d'intermédiaire. C'est finalement le syndicat des éditeurs qui jouera ce rôle, et ensuite le comité d'organisation du livre, qui est la nouvelle institution mise en place par Vichy pour chapeauter tous ces métiers de la librairie, de l'édition et de l'imprimerie. Oui, tout n'est pas noir et blanc, bien évidemment. Il faut lire votre livre pour s'en rendre bien compte. Mais par exemple, il y avait des attitudes plutôt assez claires et néanmoins légèrement ambiguës. On peut parler de Drieux-La Rochelle, qui a été mis à la tête de la NRF, si je ne me trompe pas, par Gallimard, et il remplaçait Jean Paulhan. Drieux qui, après, a sauvé Jean Paulhan de la prison, et Jean Paulhan, eh bien, s'en est souvenu, apparemment. Donc, il y a eu comme ça des va-et-vient dans les manières de faire. Et puis il y a la stratégie allemande. Alors la censure, oui, mais alors plus pervers, je dirais, c'est l'entrée dans le capital de certaines maisons d'édition. Ça a bien marché, ça ? Oui, il y a une volonté de préparer en quelque sorte l'après-guerre, et préparer l'après-guerre, c'est maintenir une présence allemande dans ces milieux culturels français. Donc les capitaux allemands vont pénétrer effectivement dans les journaux de la zone occupée, et puis dans certaines maisons d'édition. Robert de Noël, l'éditeur qui est dans une situation financière un peu difficile, va accepter une prise de capital importante dans sa maison d'édition par un éditeur allemand qui devient donc le copropriétaire de sa maison. Gallimard résiste à cette pression d'entrée de capitaux allemands dans sa maison, mais vous l'avez dit, la contrepartie, pour tenir sur ce refus de l'entrée des capitaux allemands dans sa maison, il cède sur l'arrivée de Drieux-La Rochelle à la tête de la nouvelle revue française. Il y a une espèce de marché qui va être passé ici. On nomme à la tête de cette revue prestigieuse un écrivain que l'on sait favorable à la collaboration, et ayant donné ce gage, Gallimard restera propriétaire de sa maison. Hachette les autorités d'occupation allemande ouvrent de très longues négociations avec le groupe Hachette, qui était le groupe dominant dans l'édition française de 1940. Ces discussions dureront jusqu'à la fin de la guerre, Hachette étant prêt à laisser des participations allemandes dans les filiales européennes de la maison, mais plus réticente à voir entrer les capitaux allemands dans le cœur même de l'entreprise. Et donc Hachette va jouer la carte du temps pour faire durer ces négociations autant que possible. Alors il y a eu quelques effets positifs pour certains de cette situation, et notamment pour la Suisse. Alors le fait effectivement que la France se trouve rapidement dans une situation de pénurie, et notamment pour le papier d'imprimerie, qui limite énormément la possibilité des éditeurs au cours de cette période, une pénurie qui devient très forte à partir de 42, 43 et qui amène pratiquement à l'asphyxie en 1944. Cette situation de pénurie va faire que une grande entreprise comme Hachette, qui est à la fois éditeur mais qui est aussi messagerie, qui s'occupe de distribuer, d'acheminer les livres, va chercher à multiplier les contacts avec des maisons d'édition suisses, espagnoles, catalanes, pour essayer de s'approvisionner auprès de ses voisins. La Baconnière, les éditions La Baconnière, qui sont des éditions prestigieuses créées depuis la fin des années 20, vont faire l'objet de sollicitations du groupe Hachette. Donc on a une volonté effectivement de trouver le livre là où il est, y compris donc hors des frontières françaises, malgré les difficultés matérielles de la période. Donc on retrouve cette soif de livres, cette soif de lecture. Les éditions La Baconnière jouent d'ailleurs un rôle important dans la vie culturelle, intellectuelle de la période, y compris donc dans l'espace français, puisque les Cahiers du Rhône, qui sont créés en 1942, est une des revues très, très importantes de la période, dirigée par Albert Béguin, en relation avec beaucoup d'écrivains de la résistance française au cours de cette période. Albert Béguin proposant également une lecture de Péguy très différente de celle que propose le régime de Vichy. Il y a une volonté de préserver la figure de Charles Péguy des interprétations trop conservatrices qu'en font les vichistes. Alors, l'occupation s'achève en 1944, après 4 années noires. À la Libération, que s'est-il passé ? Est-ce qu'on peut parler de règlement de compte dans le monde de l'édition ? Disons qu'on aura un chassé-croisé qui va s'effectuer à la Libération. Les écrivains de la Résistance
qui ont été réduits à la clandestinité pendant la période précédente vont demander des comptes aux écrivains de la collaboration. Le fait qu'en France, on ait cette conception très, très socialisée de la littérature, qu'on accorde cette importance au rôle de l'écrivain, au rôle du livre, explique que à la Libération, on va demander des comptes à ceux qui ont trahi, estime-t-on, la France au cours de la période précédente. Donc des listes, effectivement, d'écrivains collaborateurs vont être dressées, des listes de maisons d'édition ayant soutenu ces écrivains vont être mises en place. Alors on aura à la fois une épuration corporative, c'est-à-dire que les écrivains de la Résistance vont mettre en place des instances professionnelles pour examiner le cas des uns et des autres. Pour les cas les plus graves, ça sera une épuration judiciaire, ça sera un passage devant les cours de justice de la Libération. L'exemple le plus connu est sans doute le cas de l'écrivain Robert Brasillac, qui dirigeait la revue ultra-collaboratrice Je suis partout, et qui sera jugé en janvier 1945 et exécuté le 6 février 1945, condamné à mort donc pour sa collaboration. Et De Gaulle refusera la grâce de Brasillac en disant que le talent en littérature est aussi un titre de responsabilité, et le talent de Brasillac le rendait d'autant plus dangereux dans la période précédente. Bernard Grasset, lui, a été inquiété également, non ? Alors, Bernard Grasset, effectivement, va être inquiété. Alors, il y a le début d'un processus judiciaire qui sera assez long. Grasset finira par être amnistié quelques années plus tard par le président Auriol, mais sa carrière d'éditeur est derrière lui à ce moment-là. Les années actives de Bernard Grasset, c'est vraiment l'entre-deux-guerres, c'est le moment où son activité d'éditeur est la plus grande. À la Libération commence donc ce cycle à la fois de poursuites judiciaires, de problèmes de santé pour Bernard Grasset, l'amnistie finale ne lui permettant pas de relancer ses activités. Et puis, ce qu'on pourrait appeler de l'auto-épuration, apparemment Hachette, juste avant la Libération, a trié ses dépôts. Il s'est débarrassé des livres jugés collaborationnistes. D'autres ont épuré leur catalogue. D'autres encore ont retiré des collections. Je crois que c'est Grasset qui a retiré sa collection à la recherche de la France. Mercure de France, lui, a demandé au libraire de lui retourner 2 douzaines de titres. Donc, on voit l'effusion à ce moment-là. J'aimerais terminer, Jacques Cantier, sur une note un peu personnelle. Vous soulignez au début, la capacité du livre à, j'ai envie de dire la souplesse du livre. On peut le lire un peu partout, il est léger, on peut se le passer, même s'il coûte cher, on peut se le partager peut-être, voilà. La force du livre, vous diriez qu'elle existe encore aujourd'hui, vous qui êtes un grand lecteur? Je crois que le livre, oui, reste encore... Umberto Eco et Jean-Claude Clarière ont publié il y a quelques années un livre qui s'appelle « N'espérez pas vous débarrasser du livre ». Et je crois qu'ils ont raison. Le livre reste aujourd'hui, je pense, un produit culturel qui a beaucoup mieux résisté, par exemple, que le disque. Même si, effectivement, on assiste à des mutations de ce support, mais je crois que... mais la tablette n'a pas tout remplacé, effectivement, oui. Non, on voit que la tablette est annoncée depuis longtemps comme une concurrente et pour le moment, elle reste à une position modeste. Donc, je crois qu'il reste cet attachement au livre, même si les enquêtes à long terme du ministère de la Culture montrent que les grands lecteurs ont tendance à reculer dans les pratiques culturelles des Français. Le profil des grands lecteurs est moins présent aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 20 ans, chez les hommes d'ailleurs plus que chez les femmes, d'après les enquêtes du ministère de la Culture. Donc il y a un recul sans doute de ces pratiques, mais il y a une résistance assez remarquable. Alors, objet livre, et très bel objet livre, d'ailleurs le vôtre, Jacques Cantier, je rappelle le titre, Lire sous l'occupation, un ouvrage paru aux éditions CNRS. Merci d'avoir été avec nous, et l'on termine par une composition de Darius Milhaud qui dut quitter la France pour les États-Unis dans les années 40. Voici quelques notes de la sonate numéro 1, opus 240. Merci, Jacques Cantier. Merci à vous, je vous remercie.
Sous les pavés s'achève et vous était proposé avec la collaboration de Samuel Morier-Genoux et Fred Koller à la réalisation et à la technique. Nicole Corpato est notre attachée de production. Boris Bruckler était à la documentation. Au micro, Annick Chuin. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Nicole Duparc qui recevra Chador Javan qui publie chez Grasset un ouvrage au titre éloquent « Iran, j'accuse ». Merci de nous suivre. Infotrafic RTS. Les conditions de circulation peuvent être localement difficiles sur les routes de Suisse romande en raison des mauvaises conditions météo, vous l'avez peut-être observé. Il faut savoir que l'école du Simplon, de la Forclaz et l'accès au tunnel du Grand Saint-Bernard sont enneigés. Leur accès est interdit aux poids lourds tractant une remorque. Dans le Jura bernois, la route Lanneuville-Presles est à présent réouverte à la circulation. Et puis en Gruyère, on apprend que des chutes de pierre menacent la route Albeuve-Montbovon. Soyez prudents si vous circulez à cet endroit. L'inforoute en continu, c'est aussi le site rts.ch/trafic. La première, 21h.